Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin ici à l'Opéra Restaurant de Paris. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce matin avec Philippe Leduc et Renaud Degas. Nous ouvrons un nouveau débat sur l'hôpital. Rien de moins que l'hôpital ce matin. L'hôpital du futur. L'hôpital du futur. Et nous sommes heureux de vous accueillir ici ce matin si nombreux. Nous saluons celles et ceux qui également nous regardent sur nos réseaux multimédia. L'hôpital, nous dit-on, va mal ou irait mal. Restons au conditionnel. Bien qu'il faille toujours se méfier d'analyses trop générales et superficielles, mais ce n'est pas notre genre, ici au Contrepoint de la Santé, n'est-ce pas Philippe? Ni notre genre, ni nos habitudes. Alors on discerne quand même toutefois bien les malaises qui existent et les crises de confiance. N'a-t-on pas dit, d'ailleurs la ministre n'a-t-elle pas dit elle-même que nous étions arrivés au bout, que nous serions arrivés au bout d'une histoire, voire au bout d'un système à décrypter? Nous évoquerons donc également l'actualité de l'hôpital, l'actualité de la santé, mais nous voulons surtout évoquer, Philippe, nous voulons évoquer l'avenir et donc le futur de l'hôpital. Comment se prépare-t-il au changement? Quel sera son rôle ou ses rôles et sa place dans l'avenir? Le gouvernement engage des réformes. Comment faire en sorte qu'elles réussissent, voire qu'elles n'échouent pas? Le sondage BVA nous montre, de notre partenaire, le sondage BVA, les contrepoints de la santé, vous le verrez, c'est Renaud Degas qui le décryptera pour vous. Et merci d'ailleurs d'adresser également vos questions sur hashtag Contrepoint Santé, hashtag Contrepoint Santé pour dialoguer avec Renaud. Donc le sondage BVA Contrepoint de la Santé nous signale d'ailleurs un fort décrochage dans l'opinion. L'avez-vous vu, Philippe? Oui, la ministre décroche. La ministre décroche. Alors est-ce que ce serait lié à la situation effectivement de l'hôpital, mais peut-être également des EHPAD? Nous en reparlerons, vous nous le direz. Vous nous le direz, Frédéric Boiron, on est heureux de vous accueillir, on vous connaît bien, vous êtes le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Lille. Et vous êtes également le président de l'ADH, l'Association des directeurs d'hôpital. Professeur Jean Sibilia, on vous connaît aussi, mais vous êtes nouveau dans vos nouvelles fonctions. Vous êtes le président, le patron des doyens. Donc vous êtes médecin, vous êtes rhumatologue et vous venez de Strasbourg. Voilà, alors le débat est lancé. Philippe, première question. Oui, Pascal, en effet, ce que nous vous proposons de débattre, c'est l'hôpital du futur pour mieux construire le présent et tenter de sortir des replâtrages successifs dans une sorte de course sans fin. Comment voyez-vous l'hôpital, un peu idéalement dans les années à venir, compte tenu des difficultés actuelles et des révolutions annoncées, épidémiologiques et technologiques? Est-ce que ça sera une tour de contrôle hyper sophistiquée à distance ou au contraire une technostructure de proximité? En fait, quelle sera la mission de l'hôpital et fonction de cette mission, comment construire? Pour les Français, c'est clair, selon le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé, il faudra surtout plus de personnel dans les hôpitaux, à 66% pour les Français, et deuxièmement, il faudra développer davantage la médecine de ville, pour 54%, très loin devant les nouveaux modes de financement, 23%, on peut imaginer que les Français ne connaissent pas bien le débat sur les modes de financement, et les nouvelles technologies, 18%. Donc d'abord, plus de médecins, plus de personnel hospitalier, et aussi en ville. Frédéric Boiron, l'hôpital de futur, vous connaissez très bien, car vous avez participé à la conception et à la réalisation de l'un d'entre eux, exceptionnel et tout numérique, ouvert en l'an 2000, l'hôpital européen Georges Pompidou avec Louis Omnes, qui vient justement d'écrire un livre sur concevoir et construire un hôpital numérique. Jean Sibilia, vous êtes le doyen des doyens, alors que dites-vous à vos étudiants? Dans quelles conditions vont-ils exercer? Est-ce qu'ils seront moins anxieux? Est-ce qu'ils seront moins déprimés? Est-ce qu'ils auront moins de tentations de suicide, comme l'a montré une récente enquête de l'ANEMF? L'hôpital du futur, alors, hyper tour de contrôle, qu'est-ce qu'il faut construire dès aujourd'hui? Alors, peut-être pas se focaliser sur les bâtiments. Vous avez parlé de l'HEGP, l'hôpital européen Georges Pompidou. J'y ai participé avec beaucoup de plaisir, mais j'étais une petite main dans cette grande opération. Et puis, c'est un hôpital du futur d'il y a 15 ans ou 20 ans, conçu à cette époque. Donc, c'est un hôpital d'aujourd'hui. Et peut-être que pour demain, on peut imaginer l'hôpital sans les murs. On l'a fait d'ailleurs au cours des décennies écoulées. On a fait tomber les murs d'enceinte des hôpitaux. Ça a quand même été une belle évolution. Peut-être que demain, l'hôpital, c'est aussi un peu plus immatériel, quelque chose qui est plus en réseau,
qui est plus dans une logique de partenariat ouvert, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi de label. Et pour parler de l'hôpital universitaire, par exemple, l'hôpital universitaire peut très bien avoir à l'avenir à délivrer des labels dans des structures, des hôpitaux, toutes sortes de formules qui ne seraient pas nécessairement une institution ou un bâtiment, une structure hôpital universitaire. On peut imaginer les choses plus en réseau à l'avenir. Et qui diffuserait, on va y revenir, sur un territoire en fait. Oui, bien sûr, oui. C'est d'ailleurs déjà la mission qui est confiée depuis peu de façon tout à fait claire au CHU avec la dernière réforme. Les CHU doivent animer le territoire. Ils le faisaient déjà en pratique depuis longtemps, mais c'est devenu une mission légale en quelque sorte. Et finalement, ça pousse les CHU à se concevoir autrement que comme, pas un bastion, mais disons un site installé. C'est plus un élément d'une chaîne, et la logique hospitalo-universitaire, à mon avis, elle doit se diffuser et ne pas être la propriété ou l'exclusivité de l'établissement CHU, même si c'est lui qui doit animer, coordonner et labelliser. Donc on y reviendra sur le territoire, mais c'est pas une hyper spécialisation, c'est pas des super soins de recours. Alors ça, c'est un débat compliqué. Il faut que le CHU assure la mission de recours de 2e, 3e niveau, selon les CHU d'ailleurs, puisqu'il y a aussi une gradation entre les CHU. Tout le monde ne fait pas tout. Mais il y a une vérité de base, c'est qu'à l'hôpital, personne ne fait rien seul. Aucun médecin, aucun directeur, aucun soignant. Mais l'hôpital lui-même ne fait plus rien seul. Donc le CHU, s'il a un rôle à l'avenir qui se renforce, c'est sans doute celui de coordination. Et j'insiste sur ce terme de labellisation, c'est-à-dire de validation aussi de procédures, de protocoles, de compétences, mais pas comme une technostructure enfermée sur uniquement les prises en charge les plus complexes, parce que le CHU forme aussi. Et on ne forme pas que aux missions de dernier recours. Il faut former aussi à la médecine de tous les jours. Alors justement, oui, Jean Sibilia... mais là, vous nous parlez, là, vous nous parlez des CHU. Il faudra également que vous nous parliez des centres hospitaliers. C'était la question. Oui, oui, absolument. Ouais, on m'a dit de répondre aux questions, alors je réponds aux questions. C'est déjà bien. Non, mais c'est vrai que vous êtes un directeur. Les CHU fêtent leur... mais comme les hôpitaux, les CHU vont diffuser sur tous les territoires, ils vont diffuser vers les centres hospitaliers aussi, si j'ai bien compris. Absolument. Les CHU, justement, fêtent on va célébrer les 60 ans, hein, la loi de 1958, création des CHU. Est-ce que vous, vis-à-vis de vos étudiants, vous avez le même regard? Est-ce que vous les rassurez un peu, parce qu'ils sont particulièrement inquiets, enfin ceux qui vont exercer en ville comme ceux qui vont exercer à l'hôpital, ma foi? Oui, l'inquiétude fait partie de l'inquiétude un peu collective, hein, des personnels soignants, et les étudiants passant dans les services hospitaliers et en dehors sont un peu contaminés par ce pessimisme et cette inquiétude. Pour faire un peu le débat avec Frédéric, je pense qu'il faut, en tout cas, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est mettre une méthodologie un peu plus précise pour essayer d'avancer sur l'hôpital de demain, le CHU de demain. Je pense d'abord qu'il faut clairement qu'on arbitre quelle est la santé qu'on veut collectivement demain. Enfin, il y a une vraie question citoyenne. On peut prendre le problème par tous les bouts. Si on ne répond pas à cette question, ce n'est pas possible d'avancer. Votre enquête est intéressante. Il y a 50% des gens qui veulent qu'on mette plus de personnel à l'hôpital et 50% qui veulent qu'on développe l'ambulatoire. Donc déjà, je pense qu'il y a une question qui n'est pas arbitrée, et ça, c'est de l'arbitrage, parce qu'il sort que l'argent public est... Enfin, tout le monde le dit, tout le monde le sait, et les directeurs sont mieux placés que nous, l'argent public ne suffira pas à développer le modèle de santé idéal que le citoyen souhaite. Donc ça, c'est mort, il faut se le dire. On le sait, le contrôle financier est tel aujourd'hui, et l'étranglement financier est tel, mais ça n'est qu'un symptôme d'une difficulté à arbitrer un modèle. Donc si on ne répond pas à cette question, tout le reste ne peut pas en découler. Donc ça, c'est la question princeps. J'ai un deuxième point qui répond à votre question sur la formation, très précisément, et là on peut être d'accord. Je viendrai après sur l'objectif de ce qu'est un CHU de demain, quelles sont ses missions précises versus ces ordonnances de 58, on en reparlera. Mais sur la partie formation, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire allier soins, formation et recherche. Tous les modèles dans le monde copient ce qu'on fait, ou essayent de le copier en de pâles copies, les Russes, les Chinois, etc. Tout le monde est venu en France, tout le monde vient toujours en France pour essayer de voir comment fonctionne ce modèle intégratif. Mais n'opposons pas, comme disait Pascal, CHU et centre hospitalier sur un territoire. Vraiment, parlons de l'hôpital en général et les relations justement du CHU avec les centres hospitaliers.
Oui, enfin, moi, je voudrais quand même. Vous avez l'air satisfait de ce triptyque, effectivement, qui était à la base de la réforme Debré. Pour autant, il y a aussi des critiques que l'on pourrait peut-être faire en disant, à force de vouloir tout faire, dans ces grands établissements, vous ne faites pas correctement toutes les missions qui vous sont confiées. La nuance et la grande différence, c'est qu'à l'époque, je pense qu'on imaginait que ça soit fait par un seul homme. Aujourd'hui, ça ne peut pas être fait par un seul homme, mais par une équipe. Ce qu'a dit Frédéric, on ne peut travailler qu'en équipe. Donc moi, je conçois bien qu'on ait 3, 4 ou 5 missions, parce qu'il y a les missions d'intérêt général et d'autres missions qui sont additionnées, mais ça ne peut être conçu que dans le cas d'une équipe. Donc il faut, comme les Anglais, les Hollandais ou d'autres pays qui ont compris, avoir dans nos services qui ont cette vision-là des masses critiques suffisantes pour partager le travail. Je pense que c'est un élément clé aussi. Il faut accepter qu'on ne puisse pas tout faire au même niveau dans un établissement hospitalier ou hospitalo-universitaire et qu'on doit avoir des checkpoints, des nœuds avec des masses critiques suffisantes pour être dans la compétition nationale, rendre le service, le grand écart quand même, il faut le rappeler, parce que sans ça on ne comprend pas ce qui se passe, réaliser le grand écart entre les soins au quotidien où il faut rendre aux citoyens le service minimal et être dans la compétition internationale. Alors ce grand écart est compliqué. Voilà, mais justement, comment faire en sorte que l'hôpital du futur sorte de la crise actuelle qui dure depuis presque 1958 par rapport à ses missions? Parce que vous dites soins primaires, soins de recours, vous voulez tout faire. S'il faut régler ce matin la crise depuis 1958, il nous faudra peut-être plus d'une heure. Mais je ne sais pas si on peut parler de crise continue. Est-ce qu'on peut parler de crise au pluriel, d'épisodes? Est-ce qu'en ce moment, on peut effectivement admettre que des tensions existent, que des questions se posent sur le modèle? Mais est-ce que le modèle en soi est mauvais? Est-ce que le fait de traverser des crises veut dire que le modèle est mauvais? Vous dites, est-ce qu'on peut tout faire? Jean, je crois, vient de le dire assez clairement. Un PUPH aujourd'hui, un hospitalo-universitaire, je suis à nouveau sur les CHU, il a 3 missions, le soin, l'enseignement, la recherche. Est-ce que toute sa vie dans sa carrière, il fait avec la même intensité de la clinique, de la pédagogie, de la recherche? La réalité, c'est non. Est-ce qu'on peut trouver des systèmes permettant à des professionnels de ce niveau d'avoir des épisodes dans leur parcours, dans leur carrière? À mon avis, oui. Et si on va plus loin, est-ce qu'on peut trouver des modèles dans lesquels des médecins d'hôpitaux non universitaires, parce que c'est la réalité en fait, participent à des activités de recherche clinique, d'enseignement, dans des épisodes aussi de leur parcours? Ça, c'est une vision d'un modèle plus ouvert. Est-ce que pour autant, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se projeter uniquement dans un schéma où il y aurait toujours plus de moyens dans l'hôpital? Moi, je pense que ça, c'est une vraie question d'aujourd'hui. En fait, on a un tissu hospitalier assez dense. On n'arrive pas à arbitrer aujourd'hui dans les missions qu'on confie à ces différents niveaux d'établissement et la répartition des ressources. On veut plus d'ambulatoires et plus d'hôpital à la fois. Sans doute qu'il y a un arbitrage en effet politique à faire, un arbitrage de société sur la répartition des missions et à mon avis sans doute plus vers l'ambulatoire demain, oui. Donc moins d'hôpital au sens concentration des moyens. Oui, moi je veux vous parler, mais je vais vous interroger sur le management de l'hôpital, mais je pense qu'il faut aller peut-être plus loin dans la question de Philippe, c'est l'hôpital, le territoire, parce que vous dites que vous avez compris comment il faudrait gouverner, en tout cas, votre influence dans le territoire. Mais vous savez très bien ce que vous dit la médecine de ville. Les gens viennent aussi à l'hôpital parce que, dans le fond, soit vous les attirez trop, disent les médecins, soit la médecine libérale est insuffisante. Quelle est votre analyse l'un et l'autre ? Insuffisante, en tout cas pas de jugement de valeur là-dessus, puisque chacun a des missions avec des contraintes. C'est pas forcément facile d'être médecin de ville partout sur le territoire national. Insuffisante n'est pas Frédéric Boiron une critique, c'est simplement, effectivement, on sait très bien qu'il n'y a pas de médecin. Allons au fond des choses. C'est pas vrai qu'on n'a pas de médecins en France, vous le savez aussi bien que moi, puisque on a une des plus grandes densités en médecins, mais par contre une mauvaise répartition, soit dans les fonctions, soit sur le territoire. Notre ami Renaud Degas vous montrera dans le sondage BVA que ce n'est pas le sentiment des Français. Mais poursuivez. Le sentiment, je suis d'accord, il y a une réalité. Vous avez vu les épisodes de crise aux urgences hospitalières récemment, et même la ministre, je crois, évoquait le fait qu'on a une question qui s'adresse à la répartition des missions entre la ville et l'hôpital. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, aux urgences hospitalières d'un CHU ou d'un centre hospitalier pour tout? Sans doute que non. Est-ce qu'on a créé des structures qui aspirent de l'activité, qui sont aussi faciles d'accès pour nos concitoyens? Il faut voir ça. On a tout en un seul endroit. On n'a pas besoin de se préoccuper de prendre des rendez-vous ni de payer. Par contre, on attend.
Mais c'est vrai qu'on a créé un aspirateur à activité et qui pose une question de modèle dans la répartition territoriale. Mais ce que vous dites très clairement, et vous allez peut-être nous le confirmer, c'est qu'il faut avant tout développer les soins de ville, vous l'avez dit. Il faut développer les soins de ville ou réorganiser sans doute les soins en ville et l'accès aux soins de ville pour la population, oui, dans un partenariat étroit avec les hôpitaux. Je crois que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'il y a une scission entre l'hôpital et la ville. Jean Sibilia, c'est votre sentiment aussi? Je partage pas mal de points avec ce qu'a évoqué Frédéric. Je pense que quand on veut imaginer le modèle de demain, il faut toujours qu'on se dise qu'on est dans une intelligence adaptative par rapport aux problèmes nouveaux. Et c'est ça qu'il faut. Le constat doit être fait. Il n'est pas toujours fait avec beaucoup de finesse. Mais je ferai en fait trois éléments de constat. C'est probablement plus large que ça. Mais le premier élément de constat, c'est que la médecine a incroyablement changé dans les 5 à 10 ans. Aujourd'hui, il y a des demandes, des prestations et des propositions de services qui n'existaient pas. Imaginez la segmentation aujourd'hui dans des domaines techniques, pour prendre des domaines comme le neurovasculaire, le problème des AVC, on ne fait pas du tout la même chose que ce qu'on fait encore il y a 5 ans. Donc en fait, l'offre proposée et l'offre ad hoc pour soigner au mieux le citoyen est complètement différente. Donc il faut que l'hôpital s'adapte finalement aux évolutions rapides de la médecine dans un temps qui n'est pas le sien. C'est la grande problématique. On a une grosse machine, c'est la machine institutionnelle au sens large. Elle est obligée de fonctionner à une vitesse qui n'est pas du tout celle de la connaissance et de la demande du citoyen. Deuxième point qui a extrêmement changé, c'est la position du citoyen lui-même. Par les modes de communication, les réseaux sociaux, les journalistes, toutes les infos qu'on donne, les gens ont aujourd'hui une exigence qui est légitime dans un pays comme le nôtre. Enfin, en tout cas, il me semble. Et troisième chose qui a changé, c'est évidemment la mentalité sociétale et le fonctionnement de la médecine de ville et de la médecine hospitalière. Mon père était un bon vieux généraliste de campagne, il bossait 90 à 110 heures par semaine, jamais de fermeture de cabinet, jamais du week-end, évidemment. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, imaginez le citoyen, j'ai un médecin généraliste qui légitimement a des horaires de travail qu'on ne va pas discuter. On a un hôpital qui propose des techniques extraordinaires pour soigner l'AVC. J'ai mal à la tête, donc j'ai un AVC. Je vais donc immédiatement me précipiter aux urgences pour aller avoir les soins les meilleurs. Donc c'est une vision de l'hôpital qui, à la fois, c'est schizophrénique. Hein. C'est exactement ça. Restons à l'hôpital, justement. Et Pascal voulait poser une question du management, elle est fondamentale. Pour faire avancer tout ça, pour réfléchir à l'hôpital du futur, qui est le patron? Ouais, en réalité, au-delà de cette question qui nous rappelle des souvenirs politiques qui sont anciens, mais seul toi t'en souviens. Pas tant que ça. Tu t'en souviens. Qui est le patron à l'hôpital? Non, c'est moins cette question-là que quelle forme de management, en réalité, dans vos structures. Moi, je crois qu'il y a... Alors, je vais mettre le fer entre vous. Je crois qu'il y a une dégradation des relations entre les médecins et les directeurs d'hôpital, et que dans une certaine mesure, les soignants sont oubliés dans le management hospitalier. Alors la ministre propose un nouveau contrat social dans sa transformation du système de soins. Qu'en pensez-vous de tout ça, alors? C'est particulier parce que c'est une question de vécu. Je ne sais pas si vous pratiquez beaucoup le management hospitalier. Mais moi, je le pratique. Pascal, beaucoup. Et alors, j'y écris. Voilà. Mais dans le quotidien, je dois dire, dans mon expérience personnelle, et je n'en fais pas une leçon, dans mon quotidien, ces relations sont bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont merveilleuses tous les jours avec tout le monde. On n'est pas au pays des bisounours, pas plus à l'hôpital qu'ailleurs. C'est des structures très complexes. Hein. Dans mon établissement, il y a 16 000 personnes salariées. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas facile tous les jours, tout le temps avec tout le monde, et que la vie de chacun n'est pas forcément facile tous les jours. Mais en termes de management, je dois dire, dans mon expérience, que si on décide de travailler de manière collégiale, si chacun a conscience des responsabilités qu'il doit prendre dans le pilotage de ces structures, c'est complexe, hein, on peut trouver des terrains d'accord et une manière de prendre les décisions de façon collégiale. Moi, je crois beaucoup à ça, à ces logiques de copilotage. Il y a un trio fondateur, hein, le président de la CME, le doyen, le DG dans un CHU, ou le président de CME et le directeur dans un hôpital. Il faut ajouter à ça les responsables soignants qui sont représentés. On a des structures. Si on aborde le management dans une démarche collégiale, une logique plutôt d'équipe, et pas une vision pyramidale, administrative, si vous voulez, un peu à l'ancienne, ça fonctionne. Mais pas toujours. Non, pas toujours, bien sûr. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas toujours, pas partout. Il y a des épisodes, il y a des moments difficiles, il y a des mauvais comportements.
Ça existe, bien sûr, il y a des erreurs, voilà. Mais le modèle lui-même d'un management collégial qui n'était pas celui historique, hein. Il y avait deux grandes hiérarchies pyramidales, une hiérarchie médicale assez féodale à une époque et une hiérarchie administrative assez plan-plan ou assez intendante à une époque. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans des modèles nouveaux de ce point de vue qui sont effectivement fondés sur une approche plus collégiale. Jean Sibilia, c'est pas vous le patron à l'hôpital alors. C'est plus les médecins, vous réclamez Non, plus non. cette prérogative. L'hôpital, certainement pas. Je veux dire, la loi HPST a quand même clarifié le débat. Et il y a débat aujourd'hui, très clairement. Là, il y a une ligne peut-être de clivage entre les médecins et les chefs d'établissement, pour une raison qu'a évoquée Frédéric. C'est, de toute façon, la vérité et le ressenti. Je veux dire, il y a une réalité construite par la loi HPST et il y a une réalité vécue dans les établissements. Donc aujourd'hui, très clairement, il y a une crise de gouvernance au sein de ces établissements. Elle n'est pas du tout la même dans les établissements HU et dans les établissements H. Précisez. Oui, je pense que c'est Oui. important. Dans les établissements HU, qui sont la tête de réseau de l'organisation de la formation et de la recherche en territoire, et je plaide aussi pour une approche en territoire, je pense qu'il faut réuniversaliser l'hôpital public. L'université, c'est HU, il y a un double trépied. Aujourd'hui, l'université n'est pas assez présente au sein du CHU. Concrètement, ça veut dire quoi alors? Concrètement, partager le pouvoir entre un universitaire et un hospitalier. Je suis tout à fait d'accord sur le management partagé. Alors, il faut trouver le modèle qui fonctionne. Il est théoriquement dans les faits aujourd'hui, si ce n'est que le chef d'établissement d'un CHU est bien le DG du CHU et pas le président d'université ou le doyen universitaire. Donc, il faut rééquilibrer, à mon sens, les choses. Constatation très simple, c'est qu'il y a une érosion de la dynamique projet universitaire dans la plupart des établissements. Pas dans tous. L'université, il n'y a pas de symbiose associative suffisante dans ce modèle-là. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas de débat au sommet. Il y a des... C'est qui au sommet? Le sommet, c'est le directoire, c'est l'association, le trinôme qu'on évoquait, DG, président de CME et doyen. Il n'y a pas suffisamment de débat, pas suffisamment de décisions partagées, il n'y a pas suffisamment de dynamique de groupe. Il y a, vous connaissez ce comité qui est un comité consultatif, hein, à mon avis, qui a du sens, hein, dans la loi HPST, comité consultatif en matière de recherche biomédicale, les CRBSP. Il y a des CHU où les CRB ne sont pas réunis depuis plusieurs années. Alors pourquoi vous ne les réunissez pas, monsieur Boiron? C'est typiquement une question de ressenti et de lieu et de manière de faire. Je vais vous dire pourquoi. Et à mon avis, aucune loi parfaite ou aussi parfaite se prétend-elle ne pourra tout résoudre. Il y a d'ailleurs déjà quelque chose comme 10 000 articles dans le Code de la santé publique ou quelque chose comme ça. Dans mon établissement, le CRBSP se réunit tous les mois. Le CHU est co-tutelle des unités de recherche. C'est le seul en France et c'est dommage. Le président de l'université a demandé qu'il y ait un siège pour le DG du CHU au CA de l'université et vice-versa. Nous nous réunissons régulièrement pour arbitrer ensemble, avec le directoire bien sûr, les axes de recherche. Et on essaye de les rendre communs, les priorités de recherche en santé, bien sûr, l'université a une vocation plus large, les rendre communs entre l'université et le CHU, et on va ensemble voir les autorités extérieures sur les sujets sur lesquels on veut porter des projets en matière de recherche en santé, par exemple. Donc c'est des questions plus de ressenti d'une certaine manière, mais aussi, je crois, de manière de faire. De manière de faire, on ne mettra jamais ça dans les textes, ni pour un PUPH ou un doyen, ni pour un DG. Oui, la manière de faire, ça, c'est du management. Hein. Voilà, exactement. Typiquement. Mais vous parlez de ressenti, de vécu, mais c'est ça qui est important. Si un mauvais ressenti, un mauvais vécu, ça n'avancera pas. Eh bien, Donc, pour vous, être clair, les CHU ou établissements de futur. ce genre qui ne réuniraient pas leur CRBSP de manière régulière sont fautifs, de mon point de vue. Qu'il l'ait précisément, à la limite, peu importe. Ce qui est certain, c'est un CRBSP, c'est vraiment le lieu de coordination interinstitution sur la recherche en santé, si on veut bien le faire. Il doit se réunir régulièrement et les établissements doivent être appelés à le faire de façon régulière. Monsieur Sibilia parlait, lui, plutôt de directoire, visiblement. Je pense que si le problème, alors on va faire la contradiction avec Frédéric, je pense que si le système est aussi dépendant de l'ambiance interhumaine, de la relation interhumaine, c'est que la loi est trop faible. Enfin, en tout cas, que l'incitation par la loi est trop faible. Moi, je crois que c'est parce qu'elle est trop forte. Bon, ça, c'est voilà un vrai alors, débat. clairement, il faut que le cadrage permette justement d'éviter ces débordements. Effectivement, si le cadrage n'autorise pas
on ne va pas parler de sanctions, mais en tout cas de réprimandes dans des situations où le système ne fonctionne pas du tout, où il n'y a aucune concertation. Et aujourd'hui, un directeur de CHU peut prendre la décision qu'il veut, dans n'importe quelle condition ou presque, sans avoir recours au CRBSP. Donc, c'est un petit dictateur, quoi, non, Frédéric Boiron. Un dictateur éclairé, parfois c'est très utile, mais je n'irai pas jusque-là. C'est pas ça, le débat n'est pas là. Mais l'idée est Faites attention de ne pas, que l'on ne publie pas le président des doyens veut une dictature. Enfin, demain, dans le quotidien du médecin, par exemple, ou dans Libération. C'est pas son genre. Hein, c'est pas son genre. L'adjectif change tout. Soyez prudents, monsieur. Mais le débat, je le dis avec humour, n'est pas là. Mais l'idée est que dans une éventuelle modification de la loi ou dans une restructuration, on puisse apporter en fait un partenariat plus visible entre l'université, entre le U et le H. Ouais. Et en faisant la part aussi à des partenaires extérieurs. Et je pense que l'ouverture dans les territoires nécessite qu'on mette, en fait, qu'on tende la main à des gens extérieurs qui sont à la fois la médecine hospitalière et aussi la médecine libérale, ce qui n'existe pas, dans des domaines où c'est simple et vertueux, comme la recherche. Ouais, moi, je voulais vraiment vous dire, parce que c'était la question... on aborde ce sujet qui est un sujet assez fondamental sur le management. On pourrait en rester là parce qu'il faut passer à autre chose. Est-ce que vos structures aussi importantes, vos technostructures aussi énormes, parce que vous rappelez que vous voulez avoir une taille suffisante, enfin en tout cas taille critique. Oui, mais ces structures aussi importantes sont-elles encore gouvernables, manageables, hein, c'est ça, de manière agile, vous savez, et par un collectif. Et par un collectif. Oui, moi je crois beaucoup à ça. Je pense même que d'ailleurs un directoire, ça plairait pas forcément à tous mes collègues, mais un directoire pourrait être responsabilisé, puisqu'en réalité aujourd'hui, le responsable juridique, c'est le chef d'établissement, sur le plan financier, sur le plan pénal. Si la responsabilité budgétaire même, par exemple, était partagée par un collectif, je pense que ça changerait aussi la nature de certaines relations. Quelquefois, aujourd'hui, il faut bien dire, on est dans les jeux de posture. On les a dans le domaine du dialogue social réglementé, hein, parce que le management, c'est aussi ça. Le dialogue social réglementé, il n'est pas toujours satisfaisant. Alors qu'il y a du dialogue social non réglementé, c'est pour rebondir sur la remarque de Jean sur les textes, qui est quelquefois plus efficace et plus prolifique que le dialogue réglementé. Donc est-ce qu'on n'a pas non plus le tort, c'est une interrogation pour moi en France, de vouloir toujours des textes détaillistes, précis, qui vont loin dans la définition des organisations internes. Une grande structure comme le CHU de Strasbourg ou le CHU de Lille, c'est managé à plusieurs niveaux. Il y a la question de la recherche, qui doit associer le territoire, l'université, qui se manage d'une certaine manière. Puis il y a la question des moyens, les moyens de tous les jours. Cette énorme communauté, ça se manage aussi d'une autre manière. Donc je pense qu'on ne peut pas envisager le management sous une seule forme dans ces très grandes structures, mais on peut essayer d'être plus agile quand même. Pascal, après, oui. Après, on veut vous parler de conditions du travail, parce que là, vous parlez on parle de l'hôpital du futur, hein, oui, toujours, hein, n'oublions pas. Mais on veut parler également des conditions de travail. Comment, en réalité, les salariés, vos salariés, les jeunes, les étudiants, etc., ressentent leur travail dans vos hôpitaux. Il y a crise. Juste, c'est lié à votre question, un complément de réponse à ce que vient de dire Frédéric. Je pense je partage ton point de vue. On améliorerait aussi les choses si chacun faisait la mission à laquelle il est le plus adapté. Je prends un exemple très simple. Ce qui est mal vécu par les médecins, c'est que le RH dans un CHU, il est fait parfois par un administratif de la direction des affaires médicales. Les présidents de CME en particulier, dont je me fais un peu le porte-parole, seraient beaucoup plus à l'aise avec un management des RH médicaux par des médecins. Idem pour la recherche. Pourquoi est-ce que dans beaucoup d'établissements, le directeur, et aujourd'hui c'est une direction de la recherche clinique, des DRCI et d'innovation, est un administratif ? Moi, je revendique que cette direction de la recherche clinique soit faite par un universitaire qui a écrit des articles, qui sait faire des projets, qui a son réseau. Ouais. Mais je pense que c'est des améliorations qui sont fondamentales pour le vécu. J'ai pas bien compris, un DRH dans une entreprise, même si je veux bien que l'hôpital ne soit pas une entreprise comme les autres, c'est quand même quelqu'un qui a été formé dans des écoles de management. Non, mais il n'est pas... Imaginez, je suis professeur de chirurgie cardiaque, j'ai 65 ans, et je suis confronté à... Vous faites jeune, hein. Ouais. Je suis confronté à une problématique de relations humaines dans mon service. J'ai plusieurs solutions. J'ai de la conciliation locale que je peux faire au sein de mon établissement, où j'ai aujourd'hui un niveau supra de médiation nationale qui est en train d'être mis en place, qui est certainement très intéressant. Mais dans la conciliation, je vais consulter donc mon interlocuteur, puisque c'est du problème hospitalier, qui est la direction des affaires médicales. Et je suis confronté à un directeur des affaires médicales, administratif, non médecin,
souvent jeunes, et c'est normal dans la promotion des choses. C'est difficile parce que le monde médical a vécu effectivement sur un mode, que tu l'as dit, qui n'était pas peut-être totalement vertueux, on peut faire notre autocritique aussi, mais les médecins aujourd'hui revendiquent, et je crois c'est à juste titre, avoir au sein de l'établissement un rôle dans le management des troupes médicales. Vous ne redemandez pas les services, c'est ça? Pas du tout. Ils existent toujours. Non, mais c'est pas contradictoire en fait. Et moi je pense que c'est pas tellement une question de profil de la personne, c'est une question d'aptitude au management. En réalité, mais ça va avec. Mais moi, on me sollicite pour des conflits interpersonnels médicaux enquistés depuis parfois 15 ans et qui n'ont pas été résolus au sein de la communauté médicale. Et je le dis sans ironie ni critique, ça existe chez d'autres. La question, c'est, dans le management de la recherche, par exemple, moi je suis assez favorable à l'idée qu'un chercheur, si c'est son souhait à ce moment-là, puisse être mis en situation de responsabilité, direction de la recherche. D'ailleurs, j'en cherche, et je pense même que c'est plutôt un duo, puisqu'il y a des fonctions techniques aussi qu'il faut assurer. Donc je pense à un duo dans ce domaine. Sur les affaires médicales, il faut une direction, ce terme est générique, des affaires médicales, et un travail très étroit avec la communauté médicale. Est-ce que c'est le président de CME toujours le plus à même de le faire? Souvent, ils le font et ils le font assez bien. La question, c'est que aussi le président de CME, il est élu. Donc ce n'est pas toujours la meilleure situation pour être totalement en liberté dans certains contextes. Donc il faut là aussi, à mon avis, un duo. Frédéric Boiron, tant qu'on est sur les relations sociales, la ministre veut un nouveau contrat social dans son projet de transformation du système de soins. À Toulouse, par exemple, l'ancien patron du CHU, qui est maintenant le directeur de cabinet de la ministre, disait « Les relations sociales sont terriblement difficiles, voire physiquement éprouvantes ». Est-ce que l'hôpital du futur va permettre... Oui, je ne vous parle pas, Jean Sibilia, de la situation de Strasbourg, puisque nous avons quelques articles écrits sur la situation délétère, soi-disant, chez vous. Donc on a l'impression que vous êtes un peu gentil là quand même sur la situation. Gentil, je vous ai dit tout à l'heure, le dialogue social réglementé est parfois très, très attristant. Ou affligeant, puisque c'est vraiment quelquefois un jeu de posture, c'est un peu du théâtre, et qu'il existe des formes de dialogue social non réglementé où on arrive à plus de choses. Moi, je vais vous dire, je suis arrivé au CHU de Lille le 15 mai 2017, et le 19 mai, c'est-à-dire le vendredi qui a suivi, j'ai eu une invasion de mon bureau. Un envahissement de mon bureau par un syndicat. Voilà, je ne connaissais pas les gens, je ne connaissais pas le sujet. Voilà, alors vous dites c'est physiquement éprouvant. Oui, parfois c'est éprouvant avec certains, dans certaines circonstances, certaines situations. Il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est pas très facile. Mais il y a une forme du dialogue social dans notre pays qui est beaucoup dans la confrontation. Et qui peut être éprouvante psychologiquement, moralement, physiquement parfois, c'est vrai, c'est pas discutable. Est-ce que pour autant il faut baisser les bras face à ça et se dire chacun se cantonne monte sur son Aventin? Moi je crois que non. Mais je ne pense pas que ce soit par la réglementation qu'on en sortira. C'est plutôt là encore par le management. Jean Sibilia, parfois on a l'impression que les chefs de service ne sont pas présents. Il y avait un reportage, un documentaire à la télévision, Pascal, tu te souviens, où on a l'impression que chacun réfléchissait dans son coin, à Saint-Louis. On a l'impression que le poids du chef de service qui était important se délite. Alors pour terminer sur ce sujet, il faut le fermer, mais je voulais avoir moi une réponse à ma question. Est-ce qu'il y a une faiblesse ou une dégradation du rapport directeur-médecin? Merci de nous répondre à ça. Et également, je lis ce qu'écrit notre confrère, excellent confrère, c'est Sophie, je crois, Martos qui l'a écrit, l'ARS à l'hôpital de Strasbourg, pour en reparler, une vraie critique des hospitaliers, notamment des médecins hospitaliers, alors peut-être visiblement moins contre leur direction que contre l'agence régionale de santé, là aussi. Question complexe. Alors comment arranger tout ça dans l'hôpital du futur? Pour être simple, oui, je pense qu'il y a une dégradation de la relation entre les médecins et leur direction. Concrètement, enfin, il ne faut pas être devin, il suffit de lire et de regarder et de voir les mouvements sociaux, notamment médicaux, et celui de Strasbourg est un exemple parmi d'autres. Je veux dire, il y a eu Grenoble, il y a eu Strasbourg, et c'est un signe de dégradation de la confiance réciproque. Et ce que dit Frédéric est vrai, il faut regagner une confiance réciproque par une restauration d'un système qui passera, je suis d'accord, pas par une réglementation avec une granularité
extrêmement fine, mais redonner confiance au système, et je pense qu'aujourd'hui il est indispensable, redonner confiance aux deux corps qui partagent la fonction de l'hôpital. Et la confiance peut passer peut-être par davantage de moyens, des missions plus claires, telles qu'on peut l'imaginer dans l'hôpital du futur. Faut qu'on change de sujet, Pascal. Et poser une question enfin, sur hashtag contre-point santé, Renaud Degas va reprendre. On voulait parler vous avez demandé est-ce qu'il y a une dégradation de la relation médecin-directeur? Oui, pour Jean Sibillien. Eh bien, moi, je dis non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en France et dans des établissements, mais vous demandez par rapport à une expérience personnelle. Hein, moi, ça fait 2 CHU dans lesquels j'exerce les fonctions de DG. Qui n'était pas simple. Pas le simple, précédent. aucun des deux. Et j'ai exercé une quinzaine d'années à la Paix de Paris. Mais, et j'ai fait le choix volontaire de l'hôpital public. Et je viens d'une famille où mon père faisait ce que faisait ton père. Il était installé en ville. Donc on peut tremper aussi dans l'hôpital par choix et avoir de bonnes relations. C'est plus lié à des contextes. Et je ne veux pas dire que c'est des problèmes inexistants. Mais c'est lié à des contextes, c'est aussi lié à des relations. Et moi, je peux vous dire que dans mon établissement précédent et dans celui-ci, la relation médecin-directeur est bonne. C'est mon ressenti. Hein. Pascal, il faut qu'on passe au sujet suivant, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est présenté comme la panacée. Est-ce que, très simplement, dans l'hôpital du futur, ça va permettre de modifier la prise en charge des soins et l'organisation? Quel est votre regard sur le numérique et tout ça en quelques mots, parce qu'on a plein d'autres sujets, n'est-ce pas, Pascal? Oui. Et après, on interrogera Renaud. Absolument. Est-ce que cette nouvelle technologie vont vraiment modifier la façon de travailler à l'hôpital et la prise en charge des soins? Obligatoirement. Je veux dire, de toute façon, en quoi le coup est parti, mais je pense que le numérique, c'est un mot creux. Je pense que dans le numérique, il y a au moins 3 aspects. Je pense qu'il y a un aspect fondamental qui est l'aspect peut-être cœur de métier du CHU de demain, qui est d'être capable de développer des plateformes génomiques, omiques, protéomiques, lipidomiques, etc., de très haut niveau pour produire des données qui seront des données utiles aux soins, mais utiles à la recherche dans un nouveau concept, comme le font des plateformes dans d'autres pays. Donc ça, c'est du numérique, big data, avec de l'analyse de données et du retour vers le patient, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du numérique pour stocker, il faut derrière de l'intelligence humaine, artificielle et autres pour les traiter et les renvoyer aux patients. Mais indiscutablement, ça a déjà changé, ça existe, on est à mon sens, très en retard. Regardez le plan France Génomique 2025, on ne sait pas très bien où on en est, il y a eu 2 plateformes identifiées, on attend aujourd'hui la suite, parce que sans suite, il n'y aura pas de débat. Pensons aussi que dans ce système-là, il y a des gens qui savent faire du numérique à ce niveau-là. Dans le privé, l'hôpital n'est pas capable de tout faire. Il faut que l'hôpital et l'État acceptent de partager des expériences de type IHU, RHU. Nous, on est des forts, il faut promouvoir ce type de choses. Sans quoi, on patine déjà. Beaucoup, on va encore patiner. Donc plus. plateforme, c'est ça qui est important pour vous. Ça, c'est numérique. 2, il y a un autre aspect du numérique, évidemment, qui est le numérique au quotidien. C'est la télémédecine, les objets connectés qui permettront à distance de ramener des données vers l'hôpital. Je prends l'exemple tout bête parce que ça se fait. Le malade diabétique, il a ce capteur et il enverra vers le service, le centre de contrôle, la tour de contrôle qui sera dans l'hôpital ou pas d'ailleurs, les données. Et 3e élément du numérique, qui est absolument fondamental, c'est le numérique pour apprendre. Je veux dire, il y a tout l'apprentissage des médecins et des non-médecins. Apprentissage, je pourrais vous donner 1000 exemples, apprentissage à l'habilité chirurgicale. Est-ce que je suis habile à être chirurgien un jour ? Est-ce que je sais poser une canule, une sonde, etc. Donc le numérique nous aide. Tout ça, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Les gens ne le savent pas. On développe d'ailleurs tout ça à moyens constants, je le rappelle, et on attend encore aujourd'hui des soutiens sur des trucs aussi importants que ça que nous n'avons pas. Et après, on se tourne vers Renaud. Absolument. Et la pertinence des soins vous permettra de dégager quelques crédits supplémentaires. Quel est votre sentiment ? Je crois beaucoup au développement du numérique. De toute façon, si on n'y croyait pas, on serait aveugle ou pas très malin. C'était pas la question, sans doute vous y croyez, mais quelles conséquences ? Et le développement, c'est sans doute celui d'un réseau. C'est un peu le modèle Internet. Il y a de l'interconnexion en tous les sens. La tour de contrôle, elle n'est pas unique à l'avenir. Les données, c'est aussi les renvoyer à son médecin de ville. C'est aussi modifier cette relation qui n'est pas uniquement dans le face-à-face, même s'il faut surtout ne pas la supprimer. Il faut préserver la relation humaine. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut imaginer qu'à l'avenir, ça passera par des moyens de transport de l'information, d'analyse de l'information et de réponse adaptée. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, en fait. On est en train. Oui. On va se tourner. Et vous allez voir que ce n'est pas si sûr que les Français comprennent les choses exactement de la même manière. On se tourne vers Renaud Degas avec BVA, mais j'en profite pour citer
citer également nos partenaires, Point Vision, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Carte Blanche, et j'annonce également, Philippe, l'arrivée d'un nouveau partenaire, Intermutuelle Assistance, IMR. Il avait oublié de le dire en introduction. Pas du tout. C'était le bon moment, au bon moment. Parfait, parfait. Et je salue Christian Goetgeber. Donc oui, pour reprendre l'étude contrepoint de la santé BVA, Philippe en a cité les grands chiffres. C'est évident qu'on assiste à une dégringolade de la confiance. Alors, il y a, comme dans les hôpitaux, il y a une question de contexte et de relation peut-être. En tout cas, alors qu'au début février, 39% des Français estimaient encore que l'action du gouvernement allait dans le bon sens en matière de santé, ils sont aujourd'hui plus que 29%. Et par rapport à décembre, la dégringolade de confiance est de 14%, puisque à l'époque, ils étaient 43% à émettre un avis plutôt favorable. Voilà, c'est quand même... c'est à prendre en compte dans le débat actuel. Visiblement, la série d'annonces de réformes n'a pas encore compensé peut-être le bruit qui a été fait autour des EHPAD et de la saturation des urgences. Ça, c'est le baromètre. Tous les mois, on va avoir, comme vous le savez maintenant, ces chiffres qui vont nous permettre d'évaluer un petit peu la confiance dans la politique de la santé. Il y a une deuxième partie de l'étude que vous pouvez télécharger sur le site Veille Acteurs Santé, qui montre, concernant l'hôpital, que pour les Français, en fait, moi, je trouve qu'ils sont assez matures, puisqu'ils ne posent pas vraiment les différentes solutions. À 66%, c'est vrai qu'ils poussent énormément l'embauche du personnel soignant, considérant que c'est la clé du temps médical dont les patients ont besoin. En face, et ça rejoint ce que notre débat précédent avec Nicolas Revel, il considère donc à 54% qu'il y a une réponse aussi à améliorer du côté de la ville avec les maisons de santé. Et puis sur le plan technologique, puisqu'on vient de l'évoquer, ils sont, là aussi, on l'avait déjà vu dans des enquêtes précédentes de BVA, ils ne sont pas BA devant la technologie. Par contre, ils l'ont, à mon sens, tout à fait intégré, puisque 33% estiment que la digitalisation du parcours de soins peut être une aide à l'amélioration du système. Enfin, sur l'histoire des chiffres sur la tarification, et ça c'est assez étonnant parce que le sujet est complexe, ils sont quand même 23% à estimer que ça peut être un levier de progrès. Vous verrez que dans le document que vous pouvez télécharger, vous avez des résultats de février sur l'hôpital qui montrent que les attentes sont multiples et surtout que visiblement l'hôpital reste pour l'opinion française une sorte de baromètre du système de santé, alors qu'on sait même que ce n'est pas l'essentiel des soins, si on peut s'exprimer comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question, et qui est en lien, à mon avis, ça vous permettre de rebondir, c'est sur les effets attendus de la réforme de la tarification. Est-ce que pour vous, puisqu'on parle de l'hôpital du futur, les réformes attendues sur la tarification peuvent être un levier d'amélioration dans la direction dont vous parliez tout à l'heure, et comment vous attendez ou vous appréhendez cette réforme? Bonne question. Pascal, finalement, parce qu'on a eu différents types de financement des hôpitaux, est-ce que le financement, on a l'impression que la ministre dit avec le financement on va tout arranger, il faut passer par le financement pour qu'on fasse de la qualité des soins, est-ce qu'un financement peut être vertueux? Vertueux, je ne sais pas, je me demande. C'est une question de fond sur un modèle économique général. Est-ce qu'il peut être parfait? Non. Il n'y a pas de modèle parfait. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'époque où on sortait du budget global, mais il y avait auparavant le prix de journée. Et puis ensuite, on est passé à la T2A à 50% et enfin à la tarification à 100%. Et dans chaque cas, ça a été des réformes bouleversantes. Hein, c'est ce que ça bouscule tout. Dans chaque cas, il y a des avantages et des inconvénients. Et je pense que là aussi, il faudrait avoir une approche, une granulométrie différente et imaginer des formes différentes de financement. Il y a des activités qui se prêtent bien à la T2A, à la tarification à l'activité. D'autres se prêtent plus au forfait du parcours, par exemple. Mais quand même, la question de fond derrière tout ça, c'est qu'il ne faut pas rêver. On changera le modèle de financement, on ne changera pas l'ONDAM, on ne changera pas le volume global. Donc la question qui est posée à notre société, c'est comment on veut répartir ces ressources. Et un des sujets qui est derrière ça, c'est aussi celui des missions des différents acteurs, que ce soit les hôpitaux, les grands, les petits, les moyens, la répartition sur le territoire, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Est-ce qu'on peut avoir un CHU à 30 minutes de chaque habitant,
Je pense que la réponse est non. Alors Et en 2030, voilà, en 2030 qu'est-ce qu'on aura alors en 2030? J'espère qu'on aura toujours des hôpitaux, et en 2050 aussi, mais sans doute dans cette logique plus de réseau et de répartition de fonctions, avec une gradation entre les structures. Mais il n'y a pas que les hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas désespérer du lien ville-hôpital. Moi, je crois qu'il est majeur, il est fort, et en réalité, au fond, tout le monde le souhaite. Donc ça peut se redévelopper aussi. Jean Sibilla, est-ce qu'il peut y avoir un type de financement qui valorise, qui promeut, qui encourage la pertinence des soins? Et la ministre dit, pertinence des soins, 30% d'économie. C'est un sujet très important. Je ne vais pas entrer dans le domaine du financement, qui n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'aimerais faire juste 3 remarques très simples. Premièrement, le financement n'est qu'un outil, ce n'est pas une fin en soi. Donc en fait, le financement vient au profit d'un modèle qu'on a construit. Donc je le répète, tant qu'on n'a pas construit de modèle, qu'on n'a pas fait un choix de fonctionnement, et c'est le choix, on est à un carrefour du choix aujourd'hui, et d'un fonctionnement plus ouvert sur le territoire, plus lié à la médecine de ville, sans quoi elle ne se développera pas, tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer un plan de financement, parce qu'on n'y arrivera pas. Deuxième point très important, c'est qu'il faut revoir un certain nombre de financements. Je pense à la tarification à l'acte. C'est impossible de rouler en Rolls entre l'Opéra et Bastille. Pourquoi faire... Ah si, moi j'y arrive. Oui, mais c'est non, vrai. Non, il le fait souvent. Ça va coûter beaucoup plus cher que prendre Uber. Je m'explique. Pourquoi faire en masse des cataractes ou des varices à l'hôpital en compétition avec le privé, alors qu'on sait qu'il y a une surcote de coûts de cette cataracte et de ces varices, parce que l'hôpital universitaire forme aussi. C'est débile. Enfin, il faut être honnête. Ça n'a pas de sens. Donc ça pose une question de fond. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'esprit de 58 et se dire qu'un CHU qui doit être la tête d'un réseau de soins en territoire ne doit pas se concentrer sur du recours que les autres ne peuvent pas faire et, entre guillemets, déléguer, mais déléguer ne veut pas dire oublier, mais déléguer, c'est-à-dire faire par d'autres en y envoyant des étudiants, en envoyant des médecins, etc., des actes de soins premiers qui seraient faits de façon aussi bonne, moins coûteuse. Et dernier point, et ce qui permettrait donc peut-être aussi de sortir d'un truc extrêmement, à mon avis, vicieux dans le système, c'est que finalement le CHU est en compétition permanente avec ses copains d'à côté. Comment voulez-vous qu'un GHT fonctionne alors que vous êtes sur le même territoire en compétition d'activité sur l'acte avec le voisin? Alors justement, les GHT, les groupements hospitaliers et territoires, vont résoudre ce problème. Alors, ou pas? Non, je ne crois pas. Ça ne peut pas le résoudre si vous ne modifiez pas les règles de foot. Vous n'allez pas jouer au foot avec les mains. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Oui. Pascal, oui. Je joue au rugby dans ces cas-là. Oui, allez-y, terminez sur... et répondez, s'il vous plaît, parce que le temps passe très vite, à cette question, je crois, en filigrane de ce que vous demandez, Philippe. Est-ce que ce débat sur la tarification, c'est un débat réel politique ou un vrai débat technique? C'est les deux. C'est évidemment un choix de société et c'est aussi de la technique. Après, derrière les choix généraux, il faut bien mettre des bidouilles, si vous me passez l'expression, des règles de calcul. Mais il y a une vraie réalité aujourd'hui, c'est que la tarification à l'activité a 2 grands défauts bien connus. Un, elle pousse au volume. Si on veut garder les mêmes ressources, j'espère que tout le monde comprend bien ça, et j'en suis sûr dans cette salle, mais au-delà, je ne sais pas, c'est que si on veut garder les mêmes ressources d'une année sur l'autre, il faut augmenter le volume, puisque les tarifs diminuent. Donc on est poussé à l'activité. Et 2, c'est un espèce de piège anti-coopération. Nos petits copains dans le GHT, ils sont au tarif, l'établissement support est au tarif, ou le CHU quand c'est le cas, et tout le monde a besoin de faire des actes pour avoir des ressources. Donc il y a bien des domaines dans lesquels la T2A n'est pas adaptée. Pardon, je finis. C'est juste que si on ne va pas plus loin dans une approche structurelle du système, c'est-à-dire qu'on dit un GHT peut partager des ressources, peut partager des missions, alors on va vers le CHU qui peut effectivement organiser d'une autre manière le premier niveau, deuxième, troisième niveau, avec l'ensemble des structures. Alors aussi, on peut se poser la question de la tarification d'une autre manière, de façon plus collégiale. Alors la tarification, comme dit Jean de Kervasdoué, qui est dans la salle, que nous saluons, qui aura le pouvoir dans la tarification au parcours, selon vous?
Est-ce que c'est à nouveau une question de pouvoir Enfin, ou qui est-ce va que décider c'est une question d'organisation? Si on dit dans un parcours, vous avez par exemple droit à, sur certaines formes de prise en charge à un examen d'IRM, un ceci, un cela, Mais comment le partage va-t-il se peut-être que faire? le choix se fera aussi naturellement et peut-être aussi qu'on réduira un certain nombre d'examens, les imageurs le disent eux-mêmes aujourd'hui, hein, un certain nombre d'examens en surnombre qui posent des problèmes aussi à nos ressources. Donc le fait de forfaitiser peut aussi amener ça. Jean Sibillien. Ouais, ce point est très important. On revient au sujet principal qui est la souffrance des médecins dans notre hôpital. Je pense que très clairement, et surtout dans les CHU, le médecin souffre d'être étranglé par la nécessité de faire du soin pour monter l'activité. Parce qu'en gros, c'est des vases communicants. Si je fais du soin, je ne fais pas ma mission pour laquelle je me suis engagé. Et là, c'est le doyen qui parle. Je ne vais pas faire de recherche, je ne vais pas faire de formation, je n'ai plus le temps. Donc en fait, il faut sortir de ça, effectivement, par une répartition des missions et donc un financement différent donnant une bulle d'air, mais il faut aussi mettre une bulle d'air différente. Peut-être, nous on le propose, par un ONDAM revisité, et notamment un ONDAM recherche et innovation. Éviter de rester dans un système de rétribution comme on le fait aujourd'hui, où finalement on paye l'hôpital pour ce qu'il a réalisé, ce qui n'est pas par définition de l'investissement. Donc il faut donner une bulle d'air si notre pays veut se sauver en matière de recherche et innovation, parce que nos indices sont en chute libre depuis un certain nombre de temps. Donc il faut qu'on ait un ONDAM recherche H et A, hospitalier et ambulatoire, une enveloppe qui permet de faire du R&D. Et puis dernier point en matière de financement, ouvrons la porte des collaborations avec le privé. Et avec, on l'a vu, l'exemple du PIA, qui est un exemple formidable, PIA. le plan d'investissement d'avenir. Et le GPI, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne profite pas plus? Je vous rappelle qu'en le GPI, qui est l'évolution du PIA, il n'y a absolument pas de ligne santé. C'est pas possible. Donc Oui. c'est un... Repréciser un tout petit peu pour ceux qui nous regardent. Oui. GPI. L'État va mettre à disposition des grands domaines du futur de l'argent pour permettre du développement. Ce développement dans le domaine de la santé, il me paraît indispensable. C'est un domaine à forte croissance qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui crée de la connaissance et qui crée de la notoriété internationale. Investissons dans ce domaine. Mais on ne peut pas le faire qu'avec l'argent de l'ONDAM. Donc ouvrons les expériences. Quand on voit la frilosité aujourd'hui sur les expériences... Quand vous parliez du privé, vous parliez des équipes de recherche privées, de laboratoires, etc. Vous ne parliez pas du privé, des cliniques privées. Non, du privé... Je me disais que le doyen était très ouvert. C'est aussi l'industrie. Mais- C'est par exemple C'est l'industrie. l'industrie, mais pourquoi pas le système privé? Pourquoi est-ce qu'on rejetterait... Formation de plus d'internes dans le privé. Mais il n'y a pas de souci. Ah bon, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle Bah, qu'il on aura appris ça ce y a des matin. stages agréés. Non, mais c'est pas nouveau. Il y a des stages agréés en privé depuis plusieurs années. Je prends un exemple extrêmement vertueux pour faire comprendre les choses. SOS Main, le système d'urgence pour la main. Tout le monde veut un système. Ce système, aujourd'hui, il est totalement hospitalier et libéral. Les cliniques privées participent au service d'urgence de la main. Nous, on a un GCS ou un GIE d'ailleurs. Donc ça existe. En chirurgie Le de la modèle main. existe. Oui, il Suffisant paraît de que les développer. Alors maintenant, on fait un Mais- peu technique, mais il paraît que les GCH, ça ne marche plus comme ça aurait dû ou ça a eu marché. Mais Pascal, c'est-à-dire qu'avec- ne soyons pas trop techniques. Un Oui, mais groupement enfin, de non, mais c'est coopération la sanitaire. C'est la coopération entre public et privé, ça ne marche pas très bien non plus. Les GIE sont plus adaptés à la coopération publique-privée que les GCS. Après, GIE, oui. c'est une question, là encore, vous allez dire que je radote avec ça, mais c'est aussi une question de contexte. Parce qu'il n'y a pas non plus de pureté plus grande dans le privé que dans le public ou vice-versa. Il faut trouver des partenariats nouveaux, mais on sait aussi que voilà, la philanthropie a partout ses limites. Donc il y a bien aussi des garde-fous à trouver, mais dans un modèle revisité sur l'association public-privé en matière de recherche, par exemple. En réalité, aujourd'hui, la recherche dans les CHU est en partie cofinancée par le secteur privé. C'est vrai que les systèmes sont complexes, cela dit, sont lourds. Frédéric Boiron, revenons au territoire, parce que en 2030, il y aura... En 2050, il y aura 5 millions de personnes âgées de 85 ans et plus, alors qu'aujourd'hui, il y en a 1,5 million. Et nous avec, d'ailleurs. Nous avec, on espère en tout cas. Pascal, sûrement. Il y aura des pathologies chroniques qui se seront développées, qui n'auront pas été forcément bien prévenues. Donc il y aura un besoin de développer des soins de proximité. On voit bien que la médecine libérale a des difficultés à se restructurer, même si on voit quelques prémices. Et vous dites, l'hôpital va sortir des murs, il n'y aura plus de murs. Comment, sur un territoire, faire en sorte que les soins soient adaptés avec le bon médecin, le bon coût, la bonne organisation? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas
une vue, à vous écouter un peu hégémonique, Voilà. en disant l'hôpital va tout faire. Oui. Et je pense que ça sera l'avant-dernière question. C'est moi qui poserai à Jean Sibilia la dernière sur l'ambiance des. Bah, ici, on des sait, jeunes. on sait qui est le chef. au moins, hein. Oh, Non, parce oh, ne lui dites pas ça, Le- c'est foutu. pour Le moi. patron est à ma droite. c'est moi qui vais conclure. Donc Non, c'est non, prévu. je veux Non, savoir alors, sur le les territoire. les jeunes, quelle est l'ambiance des jeunes, puisqu'on parle de recherche Absolument. d'avenir. Alors, sur les territoires, parce que c'est fondamental, ces pathologies chroniques qui vont arriver, la soutenabilité du système, quelle part l'hôpital prend en 2030, comment il s'organise avec la médecine de ville. Et vous répondrez aussi. En 2030, 2050, 2100, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Je crois avoir dit, moi, que l'hôpital, justement, devait s'ouvrir et poursuivre cette logique. J'ai connu, quand j'ai commencé, à 24, 25 ans, des hôpitaux encore clos. C'était certes des hôpitaux parisiens, mais qui étaient beaucoup clos et qui étaient beaucoup sur eux-mêmes. Je crois que on a tous constaté un phénomène d'ouverture. Donc je pense que ça va se prolonger. Et L'hôpital aller doit aller en beaucoup plus loin. ville. L'hôpital doit aller en ville. Ce que vous Et dites. vice-versa. Et il Et n'y aura vice-versa. pas d'avenir, à mon avis, dans un système qui ne renouvellerait pas et ne renforcerait pas les relations entre la ville. C'est d'ailleurs pas que les médecins en ville. Madame Michu en ville ou Monsieur Dupont, il a besoin d'un certain nombre d'interlocuteurs et d'aidants sociaux, etc. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, dans le schéma d'avenir, je pense, oui, que c'est une organisation par territoire. C'est pas une organisation dans un lieu ou un site ou une ville, c'est une logique de territoire. Il y a peut-être une différence entre Paris et les régions, mais ça mérite d'être exploré. Et que c'est une relation dans laquelle les hôpitaux, comme les médecins de ville et les autres intervenants, sont tous eux-mêmes en réseau avec d'autres interlocuteurs. Il faut concevoir la relation en continu. La pathologie chronique, c'est 20 ans, par exemple. Donc la relation avec le monde du soin, c'est plus un épisode, c'est une réalité du quotidien pendant une partie importante de sa vie. C'est ça qu'il faut qu'on arrive D'accord. aussi Donc à en organiser. réseau et d'ouverture. Jean Sibilia, en plus d'être rhumatologue, vous, donc les pathologies chroniques, vous connaissez? Oui, c'est vrai. Et je reprendrai un peu ce qu'a dit Frédéric. Je pense que l'avenir est pluriprofessionnel. Ça, je pense que c'est assez clair. Pour une raison qu'on évoquait tous, c'est les comorbidités, les pathologies complexes et les pathologies chroniques. Vous connaissez tous, comme moi, l'exemple du cancer qui aujourd'hui ne meurt plus mais devient une maladie chronique. Donc c'est une évidence. Et le médecin ne pourra pas tout faire, qu'il soit à l'hôpital ou en ville. Donc ça, c'est une première évidence. C'est pluriprofessionnel. Je rappelle qu'il y a une réforme en cours depuis quelques années d'universaliser les métiers de la santé, de les faire venir dans une formation plus complète, de les faire venir dans un milieu partagé pluriprofessionnel. Ça, c'est une étape, à mon avis, indispensable et qui doit être alimentée par les outils nouveaux, la télémédecine, etc., puisque c'est possible d'en faire. Souvent, les gens ne comprennent pas très bien, c'est un peu virtuel, mais ça se fait, il y a des expériences intéressantes. On pourra y revenir si vous voulez. La deuxième chose, il faut que cet hôpital sorte de ses murs, on l'a dit tous et on en est conscient, ça ne peut pas se faire hors territoire. Si on l'avait fait plus tôt, je pense qu'on aurait moins de déserts médicaux, on aurait plus de vocations ambulatoires de nos jeunes médecins. Je vous donne juste un chiffre très intéressant. Un étudiant en médecine qui rentre dans le système en première année, il y en a 8 à 9 sur 10 qui veulent être médecin généraliste, être en libéral ou en pratiquer la médecine. À la fin de leurs études, alors qu'ils ne sont passés quasiment que dans des services hospitaliers, en fait, ils ne sont plus que 20% à vouloir pratiquer la médecine de ville. Ça montre bien que le formatage par la formation détermine le Ouvrir projet les stages professionnel. en libéral. Voilà. Mais ça, Donc, c'est vous les responsables. Là. on le fait déjà. On le fait, Alors on l'a Pascal, fait. Oui, avant, avant-dernière question. Que faire pour que les jeunes, vos jeunes, les jeunes qui vous sont confiés, monsieur le doyen, croient en l'avenir? Alors, il faut toujours croire en l'avenir, c'est le vital. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'y croire, vraiment. Alors, en tout cas, les jeunes médecins. On est impressionné par les dépressions, les idées suicidaires, etc. Quand même. Oui. Les jeunes souffrent et le disent. Hein. Oui, non, il y a une souffrance indiscutable. On me suis prononcé à plusieurs reprises là-dessus. C'est compliqué. Le débat serait long, mais je vais vous donner deux exemples. Je pense que la souffrance de l'étudiant, elle est liée au fait de la difficulté du concours de première année, la fameuse PACES, et au fait qu'il se croit libéré le lendemain du concours, mais il découvre à la rentrée suivante que l'étape suivante est le CN, et que le CN, le fameux examen national classant, déterminera sa vie professionnelle et la vie dans laquelle il va l'exercer. Donc il est entre le marteau et l'enclume. C'est très dur de vivre 5 ans avec cette pression-là et de s'engager, je le vois bien avec nos étudiants. C'est une pression très forte qui est mal vécue, mal acceptée aujourd'hui. Les internes. Les ECN, vous voulez les supprimer quand? Oui, vous savez qu'il faut un peu de temps. Donc là, la mission est partie. Le pilote de la mission formation sera
annoncé le 3 avril. On a déjà commencé la rédaction de notre livre blanc. On l'a déjà écrit. Le rapport est rendu aux 2 ministres. On veut supprimer les ECN sous la forme actuelle, évidemment. Le problème des internes... Quel délai on espère une loi, enfin en tout cas une modification réglementaire en 2019 ou en 2020 au plus tard, sachant qu'il y aura donc des mesures transitoires. Juste un petit mot sur les internes, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le suicide des internes, etc. Être interne aujourd'hui, dans certains services et dans certaines disciplines, comme la chirurgie ou d'autres domaines, c'est difficile et compliqué. Il est vrai qu'il y a un mal-être des internes, il y a un taux de dépression, il y a un taux de mal-être au travail qui est important. Mais je voulais quand même le rappeler en tout respect et humilité, c'est partagé avec beaucoup de soignants. Il faut respecter aussi, on a cette problématique avec les infirmières, avec d'autres soignants, avec d'autres métiers de la santé. Qu'est-ce que vous faites alors pour... Beaucoup de choses. On a mis en place déjà depuis longtemps, mais ça ne se sait pas, des commissions bien-être d'écoute avec les élus dans toutes les UFR. On a demandé en fait un rapport de Natamara qui va être rendu, je crois, la semaine prochaine, le 3 avril précisément, qui mettra en place des mesures particulières. On a aussi, avec les élus et les amicales, créé des événements pour accueillir les gens. On a... Vous avez pris conscience du problème. Alors on va conclure. Oui, Pascal, on va conclure. Un seul mot, l'hôpital 2030. Un seul mot, qu'est-ce qui sera? Un mot. Brillant. Brillant. Non, mais un mot, qu'est-ce que vous voulez dire? Brillant, on voit votre optimisme. Au service des patients. Ah, c'est mieux. Brillant et au service des patients. Brillamment au service des patients. Que nous dis-tu, Philippe, pour conclure? Pour conclure, je vous dis que le prochain débat aura lieu le 25 avril avec la présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Leguludec, et le président de la CCMF, Jean-Paul Ortiz. On parlera évidemment de qualité, de pertinence des soins. Tu remercies qui? Et je remercie Pascal Morel, Philippe Leduc, Renaud Doga, et aussi également nos partenaires. Et aussi Jules et Philippe pour la technique, ainsi qu'Emmanuel Tay, et nos Notre partenaires, bien réalisateur. évidemment. Alors, Mais Point Vision, Pascal, Groupe Le Pasteur Mutualité, MSD, Carte Blanche, BVA et... Intermutuelle Assistance. Voilà, notre Merci, partenaire. donc rendez-vous le 25 Alors, Philippe, avril. Philippe, qui a dit celui qui doute meurt? Dieu. Quelqu'un a dit qui ne doute pas acquiert peu. Celui qui doute meurt? Ce qui ne me tue pas me renforce. Maréchal Foch, bon retour.